Bonjour Pogdieci, bonjour Albrecht Sontag. Aujourd'hui, nous allons discuter de la nouvelle revue Football, Histoire, Culture, Économie, Société, dont le premier tome, La Coupe du Monde dans toutes ses dimensions, est disponible depuis peu. De cette rencontre est née la revue Football, dont le premier numéro vient de sortir il y a quelques temps. Pouvez-vous du coup nous expliquer en quelques mots ce qu'est cette revue et ce que vous avez cherché à faire dans l'ensemble en montant ce projet ambitieux? Alors, une revue, c'est d'abord une aventure humaine. Donc, c'est d'abord réunir un groupe de chercheurs, de chercheuses qui ont un petit peu, finalement, la même façon d'imaginer, de se représenter le travail. C'est réunir aussi des gens qui ont des compétences dans différentes disciplines, puisque il y a évidemment un noyau historien, puisque football est l'émanation d'un laboratoire d'histoire, mais c'est un noyau qui est très largement entouré par des économistes, des sociologues, des anthropologues, des ethnologues, des spécialistes d'études littéraires. Hein. Donc, en gros, tout le spectre des sciences humaines et sociales et des sciences des lettres, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est d'abord cela. Ensuite, alors je vais me permettre de revenir sur le titre, puisque c'est football avec un S entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le football association, hein, qui est quand même d'abord notre spécialité, ce n'est qu'un des footballs. Le rugby, c'est aussi le football rugby. Hein. Football américain, évidemment, pour les Américains, c'est le football. Hein. Le football association, c'est le soccer. Il y a le football australien, il y a le football gaélique. Donc, c'est l'idée d'abord d'envisager le terme football dans sa pluralité et de voir cette histoire qui est parallèle, parfois croisée, parfois antagoniste, et de voir notamment tous les jeux d'influence, les circulations aussi au sein de ces jeux. Et puis il y a un sous-titre qui est histoire. Bon, l'histoire vient en premier pour les raisons que j'ai dites, mais ensuite il y a culture, parce que le football, c'est d'abord, ou les footballs, ce sont d'abord des cultures, et le terme culture est un terme évidemment central depuis 30-40 ans dans toutes les sciences humaines et sociales. Économie, parce que nous avons dans nos équipes, hein, dans notre équipe plutôt, des économistes de renom hein, qui s'intéressent depuis plusieurs années à ces aspects-là. Donc histoire, culture, économie, société. Société, pourquoi? Parce qu'évidemment, le football ou les footballs, c'est un fait social qui permet aussi de lire les sociétés, mais aussi qui est aussi un fait social, qui est une forme de dynamique dans les sociétés contemporaines et dans la société globalisée dans laquelle nous vivons. Aventure humaine, c'est sûr. Il faut d'abord avoir une équipe très complémentaire pour envisager un tel projet ambitieux. Il faut du fond, beaucoup de fond, c'est-à-dire des personnes qui ont fait leurs preuves dans la recherche, dans nos disciplines et même au-delà. Et je félicite Paul d'avoir réussi à mettre en place un groupe très très complémentaire qui franchement ne manque pas de compétences. Il y a des grands noms de la recherche du football qui ont bien voulu en faire partie, ce qui montre aussi que ce projet répond à un manque ressenti un petit peu dans la profession. Qui, notamment aussi sur la place francophone, ne dispose pas d'une revue académique avec toute la rigueur universitaire derrière, avec une ambition de recherche approfondie, de produire quelque chose de différent qui tranche un petit peu avec certains codes habituels. Je laisse Paul expliquer volontiers en quoi cette différenciation consiste. Oui, c'est une idée qui me tient à cœur depuis très très longtemps. Hein. C'est l'idée, bon, c'est un concept d'ailleurs qui est souvent employé, c'est celui de science ouverte. Hein. L'idée que nous sommes employés en tant qu'enseignants-chercheurs à enseigner, à faire de la recherche, mais que cette recherche, elle ne doit pas être cantonnée dans quelques cercles hein, d'initiés où elle reste, mais qu'elle doit être très largement diffusée. Alors pour être diffusée, il faut aussi qu'elle subisse une forme de traitement qui la rende un petit peu plus accessible, un peu moins aride. Par ailleurs, j'ai commencé ma carrière d'enseignant
en Italie, bon, l'Italie est presque une seconde patrie pour moi, mais c'est aussi donc un pays dans lequel j'ai publié des ouvrages. Et les éditeurs italiens, en général, ont, pas tous, mais en général, quand même, ont un certain souci de l'esthétique. Et donc, le premier souci, c'était de faire une belle revue, hein, c'est-à-dire un bel objet qui donc attire l'œil d'abord, et puis dont la pagination eh bien, soit un petit peu originale. Il y a des revues qui, évidemment, nous ont inspirés. Par exemple, au milieu des années 2000, la revue Le Temps des médias, hein, qui existe toujours, eh bien, avait un peu finalement ouvert la voie dans cette optique-là. Donc une belle revue illustrée, hein, et qui sera toujours plus illustrée d'ailleurs après ce premier numéro. Une revue avec des articles qui reposent d'abord évidemment sur la recherche et la rigueur scientifique, mais qui soient aussi lisibles. Donc pas trop jargonnant, des articles qui ne dépassent pas 30 000 signes, notes comprises. Bon, c'est déjà quelque chose de conséquent, mais qui permet d'être lu. Par ailleurs, une revue qui repose sur des dossiers, hein, il n'y a pas de varia. Alors, il y a une petite partie varia qui est dans une rubrique qui s'appelle hors-jeu. Hein, on accueille des articles qui sont hors dossier, mais ce que je voulais, c'est que eh bien, chaque numéro soit un petit livre en quelque sorte, hein, et qui garde une certaine pérennité finalement au-delà de la date de parution. Et puis des rubriques qui soient attractives, hein, au-delà du dossier. Bon, nous avons par exemple une rubrique qui est grand témoin. Hein. C'est un entretien avec un grand acteur du football. Donc, pour le premier numéro, nous avions eu une interview qui avait été faite il y a quelques années de Michel Hidalgo, malheureusement disparu aujourd'hui. Nous avons des rubriques aussi sur le patrimoine des footballs, donc par exemple un stade, hein, ou une statue, sur les objets du football, sur les archives, hein, parce que n'oublie pas que les historiens sont des mangeurs d'archives en quelque sorte, et puis des rubriques comme la médiathèque du football, où nous faisons la recension des productions sur le football, scientifiques mais aussi littéraires, bandes dessinées, qui nous ont intéressés et nous paraissent dignes d'être véritablement éclairés. Puis on fait aussi la place aux jeunes chercheurs. Il y a une rubrique qui s'appelle Chercheurs et chercheuses en crampons. Donc on donne une petite tribune à ces jeunes chercheurs. Nous avons aussi, eh bien, et là, je dois dire que c'est un petit peu inspiré d'un hebdomadaire que nous avons beaucoup lu, Albrecht et moi, quand nous étions jeunes, c'est France Football. France Football, avant l'ère d'Internet, eh bien, était considéré comme la Bible du football, en tout cas une somme de renseignements sur le football mondial. Et il y avait des correspondants qui rendaient compte autant, par exemple, des résultats du championnat d'Albanie, par exemple, que des grands championnats européens. Et donc, nous avons des correspondants dans le monde, hein, au Brésil, au Pérou, en Argentine, en Allemagne, etc., qui, donc, dans chaque numéro, rendent compte de quoi, eh bien, d'un fait culturel lié au football. Alors ça peut être la réception d'un livre, ça peut être un musée, ça peut être, alors dans le prochain numéro, nous aurons des échos de la Coupe du Monde du Qatar, mais vus de pays qui n'y ont pas participé, comme l'Italie, ou de témoins in situ qui ont été au Qatar pour faire de la recherche lors de la Coupe du Monde. Alors, Paul met à juste titre l'accent sur le caractère thématique de chaque numéro, mais en toute modestie, il appelle ça un petit livre, alors que le premier numéro dépasse allègrement les 200 pages. Donc, on a un véritable ouvrage 2 fois par an qui est dans les tuyaux, qui est produit par une équipe d'auteurs, tous issus du monde de la recherche. Donc, ce qui est très important, c'est de différencier cette aventure de nos activités de dissémination que nous poursuivons tous les deux de manière très active, que ce soit à la radio, occasionnellement à la télévision, très souvent dans la presse.
Ça, c'est une chose. Cette revue-là, elle est autre chose. C'est un support de recherche que je n'hésite pas à qualifier de haut niveau, mais il y a cette volonté d'accessibilité qui se reflète non seulement dans notre activité donc visuelle et aussi du toucher, on pourrait dire haptique, mais aussi, comme Paul a fait allusion, dans la longueur des articles que nous voulons digestibles. Nous attachons aussi beaucoup d'importance à ce qu'on évite le jargon universitaire quand il n'est pas absolument justifié ou nécessaire pour faire passer une idée. Donc moi, à titre personnel, je suis ravi du premier numéro. Il y a beaucoup d'articles qui, justement, tiennent cette promesse. On peut donc ressentir la volonté de, en plus, tout le milieu académique et différentes sciences qui sont concernées par le contenu de la revue. Il y a aussi du coup une volonté de toucher un public plus large éventuellement. Est-ce que les universités, mais aussi les particuliers, peuvent se procurer cette revue? Alors oui, tout à fait. D'abord, sur le site des presses universitaires de Franche-Comté, on peut le commander directement et c'est expédié rapidement, grâce notamment à Reynald Cusac, qui est notre secrétaire de rédaction. Et je voudrais aussi évoquer ici Sophie Loriot, qui est notre maquettiste, qui a fait un très très beau travail de mise en page et de réalisation, notamment de la couverture. C'est aussi disponible en librairie sur des sites comme De Citre, la Fnac, bientôt sur Amazon. C'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Il y a déjà des bibliothèques universitaires qui se sont évidemment abonnées. J'espère qu'elles seront nombreuses à le faire. Et pour dire qui a acheté en gros la revue Football pour son premier numéro, il y a les institutionnels évidemment, bon, les bibliothèques universitaires. Il y a ensuite évidemment le monde de la recherche qui était intéressé par le projet. Et puis il y a un public qu'on peut qualifier d'averti. Et c'est vrai que je pense qu'Albrecht sera d'accord avec moi pour dire que par rapport à il y a une vingtaine d'années, le football intéresse davantage. Moi, c'est ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de publications sur le football qui essaient finalement de l'évoquer dans ces différents domaines politiques, sociaux, etc., qui sont réalisés par des journalistes, par des chercheurs. Donc il y a un foisonnement de ces publications, alors qui ne se vendent pas toutes, certes, mais je pense qu'il y a un public qui est en train de s'élargir, qui est aussi porté, il faut le dire, par des revues comme SoFoot ou comme les Cahiers du football, avec lesquels nous n'entrons pas en concurrence. Nous avons un autre objet, même s'il n'est pas si éloigné évidemment que cela. Et donc, parmi les gens qui ont commandé, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'amateurs avertis du football, qui aiment le football, mais qui aiment aussi réfléchir sur ce qu'a été le football, sur ce qu'il est, sur ce qu'il risque de devenir. Et c'est un petit peu le projet finalement qui est le nôtre. Alors, Paul fait allusion à ce que j'ai appelé le timing antérieurement, c'est que c'est un bon moment de venir sur le marché académique avec une telle revue. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, nous aurions été bien seuls dans le désert. Aujourd'hui, il y a une demande de la part de ce qu'il a appelé le public averti pour creuser davantage l'importance, la signification du football dans nos sociétés, que ce soit dans une perspective historique ou plus axée sur le présent, et cela au-delà des magazines qui existent déjà et qui le font par la nature de leur approche de manière un tout petit peu plus superficielle que ne le font les chercheurs universitaires qui, comme il l'a dit, sont aussi payés pour ça pendant leur temps de travail de produire cette recherche. Il y a un autre aspect de cette revue que je chéris particulièrement, c'est l'approche qualité pour laquelle nous avons opté. Il y a un comité de lecture, ça va de soi, c'est un gage de qualité pour la finalisation, l'amélioration des articles soumis. Mais c'est un comité de lecture qui, certes, fait une double relecture de chaque manuscrit, mais qui le fait de manière bienveillante et non anonyme. Et je serais vraiment très heureux qu'on puisse préserver cet aspect des choses parce que je considère que ces dernières années, sous la pression de publication à laquelle
sont soumis la totalité des chercheurs et chercheuses dans nos institutions, il y a eu une tendance à une relecture des papiers plutôt condescendante, pas constructive vraiment. Et nous, on a envie à la fin, comme dans un processus pédagogique, d'avoir amélioré le papier sans avoir forcé l'auteur dans une camisole préformatée. Et je pense qu'à terme, ça va donner aussi une grande richesse à cette revue dans la mesure où les auteurs, les contributeurs ne sont pas sous une pression anxiogène, mais dans une co-construction positive de leur contribution. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'ai le grand espoir qu'on soit en mesure de maintenir cette approche. On n'a pas encore fait d'appel à contribution ouvert. Ça va sans doute venir avec le numéro 3, 4, 5, etc. Et à ce moment-là, on va voir si cette approche bienveillante arrive à ses limites ou si elle peut être poursuivie et enracinée dans la culture de cette revue. Donc le premier tome de la revue, il se focalise sur le thème de la Coupe du Monde de football. Le timing, il tombait donc à pic, puisque cette première édition est sortie au moment de la Coupe du Monde au Qatar. Donc cette Coupe du Monde, que l'on a vu être largement débattue dans les médias notamment, et au niveau de l'opinion publique, est-elle réellement unique au niveau des problématiques qui ont été soulevées, ou est-ce que cette Coupe du Monde, elle s'inscrit finalement dans la lignée des précédentes Coupes du Monde de football ? Pour répondre à la question de l'unicité de cette Coupe du Monde au Qatar, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir un poste de chercheur à l'université pour saisir le fait qu'il y a eu beaucoup de caractéristiques assez uniques, à commencer par l'emplacement et puis par tous ces aspects discutables de la Coupe du Monde qui ont été contestés, qui ont mené à des appels à boycott finalement pas très suivi. Bien entendu, c'était une Coupe du Monde à part. On voyait ça venir pendant les 12 années de préparation. Et en même temps, bien entendu aussi, elle s'inscrit dans une continuité parce qu'elle a respecté déjà le rythme des 4 années d'espacement entre les différentes éditions. Elle a produit un tournoi qui est aussi très typique pour les Coupes du Monde du 21e siècle, où on se rend compte que le niveau de jeu, par exemple, n'est pas forcément au même niveau que celui de la Ligue des Champions et du grand football des clubs, mais en même temps, ça produit un dernier petit reste d'anarchie qui reste dans le football, où une équipe comme le Maroc s'impose tout d'un coup, où l'Allemagne sort par la petite porte. Tout ça, ce sont aussi des aspects du football qui sont importants à rappeler parce qu'on commence à les perdre un petit peu dans le football quotidien. Donc oui, il y a aussi une continuité avec cette histoire de la Coupe du Monde. Et on l'a vu en célébrant la carrière de Pelé, que entre cette époque si lointaine déjà, où il a gagné ces 3 Coupes du Monde et celle d'aujourd'hui, il y a cette continuité symbolique qui est extrêmement forte pour tout amateur de football et qui rythme non seulement un calendrier, mais qui rythme des vies entières dans la mesure où ça dure déjà depuis un bon moment. On se rattrape à dire, tiens, j'ai dit à mes étudiants de première année, c'est la 14e Coupe du Monde que je regarde, j'en ai vu, hein, d'accord, ils étaient très impressionnés, mais ça veut dire aussi qu'il y a cette continuité sans aucun doute, malgré les ruptures sur beaucoup de points concernant notamment l'organisation. Il faut faire la distinction entre l'organisation et le jeu. Et dans le jeu, il y a quelque chose qui paraît un petit peu éternel, inchangeable, et qui résiste à toutes les tentatives malveillantes de le détruire d'une manière ou d'une autre. Et il faut dire que le jeu du football a montré une sacrée résilience par rapport à tout ce qui l'entoure et qui peut porter à poser un regard critique, voire négatif sur cet événement. Donc on l'a vu pendant l'épopée de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde. On a pu constater la force d'unité de ce sport sur le peuple, tout un pays qui vraiment était derrière cette équipe.
Et voilà, dans un même temps, on a les questions de droits humains, d'écologie, de politique qui restaient en fond. Selon vous, est-ce que les émotions et l'insouciance qui sont liées à ce sport et à cette compétition, la Coupe du Monde, est-ce qu'elle risque d'être un jour réellement éclipsée par ces enjeux globaux, ou est-ce qu'on gardera une part de magie toujours dans le football, indépendamment du cadre un peu plus sérieux? Bah, il convient de faire la distinction entre l'événement et le jeu. La magie, elle vient du jeu. La magie, elle vient pas du fait d'une organisation impeccable en 2006 en Allemagne ou des stades dans le désert climatisés au Qatar. Là, c'est des points d'achoppement qui peuvent être critiqués, mais qui n'ont aucun impact sur la question de la magie. La magie est double. Il y a cette magie un peu inexplicable qui est immanent à ce jeu en apparence si simple et pourtant si complexe. Et il y a la magie aussi qui provient du fait que ce soit une Coupe du Monde, qu'un grand nombre de nations y participent et que la pénétration du football dans ces sociétés permet à ces nations d'exprimer une forte cohésion aux occasions de ce grand tournoi et qui reste rare dans le calendrier. C'est très difficile de rattraper une finale perdue parce que la prochaine, on ne sait pas si on y sera et si on y est, c'est dans 4 ans seulement. Donc c'est quelque chose qui reste magique, qui a quelques ingrédients qui peuvent expliquer cette ferveur, par exemple, que suscitent ces tournois et qui ne cesse de nous surprendre à chaque fois. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ce qu'on appelle la magie, ce qu'on peut appeler ces expressions de cohésion et d'unité nationale qui relèvent davantage d'un espoir, d'une aspiration que d'une cohésion réelle, que ça reste très éphémère. Hein. Il ne faut pas exagérer non plus l'impact. Ça crée des souvenirs. Au Maroc, on s'en souviendra très très longtemps de cette épopée et de l'ambiance qui a régné au pays et dans la diaspora, mais ça sera un souvenir, d'accord? Donc un souvenir qui aide à la cohésion, qui contribue, qui met un sourire sur la tête des gens, comme si on parle à la génération de Paul et moi de 1998. On a des beaux souvenirs de cet été-là, c'est certain. Maintenant, pour rester prudent dans l'interprétation de ce phénomène. Oui, l'émotion du football, comme l'a dit Albrecht, c'est quelque chose d'éphémère. Hein. On ne gagne pas une guerre avec, avec le football. C'est pourquoi finalement c'est quelque chose qui est très populaire. D'abord parce que ça réunit finalement toutes les familles, femmes, hommes, alors que souvent les femmes sont quand même moins intéressées par le football des clubs, il faut bien le dire. Là, il y a une petite différence, me semble-t-il, quand même, c'est que la Coupe du Monde, et parce qu'elle a été conçue par des Européens, c'est d'abord une fête de printemps et d'été. Et donc là, il me semble qu'on n'a pas forcément ressenti hein, cette joie qui est celle de ces beaux jours, hein, de ces barbecues, de ces retrouvailles en plein air. Bon, finalement, les lieux de concentration hein, ont été beaucoup plus circonscrits à cause oui, des municipalités n'ont pas voulu payer de grands écrans, mais c'était surtout par souci d'économie, puisque normalement, et il a fait froid, il faut se rappeler une partie du mois de décembre. Donc il y a là, oui, un usage festif, joyeux de la nation, des nations dans lesquelles on a l'impression que nous vivons des temps difficiles, ils le sont, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'ont vécu les Européens au XXe siècle. Les guerres, les crises économiques dramatiques. Donc, finalement, il me semble que cette nation qu'on met en jeu sur un terrain de football, c'est finalement des émotions à bon compte. Hein. Alors certes, comme l'a dit Albrecht, il faut attendre 4 ans pour revenir en finale, mais globalement, on a des chances peut-être au cours de notre vie, Albrecht et moi, de revoir cela hein, et de regagner par procuration une Coupe du Monde. Hein. Alors, malgré tout, il me semble quand même qu'il y a des questions qu'on peut poser. Pour quelle raison? C'est que, bon, tout à l'heure, j'ai dit que les critiques qui étaient adressées à la Coupe du Monde du Qatar, c'était des critiques très européennes hein, ou nord-américaines. C'est vrai.
Il me semble quand même qu'il y a quelques petites évolutions aujourd'hui et que l'on peut noter après cette Coupe du Monde. D'abord, l'attitude de certains joueurs, finalement, qui veulent afficher une certaine conscience politique ou une conscience en matière de droits de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a aussi quelque chose qui peut peser, c'est l'influence des fédérations européennes au sein de la FIFA, hein, qui sont les plus puissantes avec l'UEFA. Or, ces fédérations européennes ont imposé à l'UEFA, qui a ensuite imposé à la FIFA, le banc de la fédération russe. Et donc là, il y a une nouveauté quand même, me semble-t-il, dans ce football qui se voulait absolument apolitique. Donc certainement, les questions qui ont été posées lors de cette Coupe du Monde, elles seront posées. Imaginons que, par exemple, d'ailleurs, je crois qu'il y a une candidature, un projet de candidature avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que les fédérations européennes, eh bien, puisque désormais, c'est le congrès de la FIFA et donc chaque fédération qui vote, est-ce qu'elles voteront pour une telle candidature? Je n'en suis pas certain. Donc là, il y a une petite évolution quand même finalement dans ce caractère apolitique ou politique de la Coupe du Monde. Mais pour terminer, je dirais que, et c'est quelque chose que j'ai répété souvent ces derniers temps, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures. On demande beaucoup au football, hein, c'est-à-dire d'être absolument vertueux, de faire attention aux minorités, aux droits des LGBT, etc. Mais aux autres, on ne demande rien. Donc en fait, la caravane du football, si j'ose dire, a quitté le Qatar. Bon, les choses vont reprendre comme avant. Les grandes entreprises européennes, les entreprises du luxe françaises, les architectes français, les marchands d'armes français, eh bien, retourneront au Qatar. Et à cela, on ne demandera absolument rien. Et donc, je trouve qu'il y a une hypocrisie qui est de la part de certains médias, de certains intellectuels, leaders d'opinion, qui se donnent finalement un beau rôle, à bon compte, sur le dos du sport populaire et donc qui peut être un peu méprisé et méprisable. Eh bien, on a hâte de découvrir ce que la revue a à nous montrer par la suite. Je vous remercie sincèrement, Paul Yetchi et Albrecht Sontag, pour votre temps et vos précieuses réponses. Pour rappel, le premier tome de la revue Football, Histoire, Culture, Économie, Société, nommé La Coupe du Monde dans toutes ses dimensions, est déjà disponible. Merci beaucoup. Merci.